Ils ont la tête sur les épaules, les Marseillais. Ah oui, ils ne sont pas dupes. Bon, non, c'est encore... oui, là, vous parlez du reportage. Oui, du reportage, bien évidemment. Trois petits commentaires. C'est encore un énième plan. Voilà, et c'est aussi leur réaction à un énième plan pour Marseille. Il y en a eu. Celui-ci, il est ambitieux, parce qu'il touche quand même beaucoup de domaines. Enfin, c'est un énième plan, on va voir. Voilà. On peut aussi s'interroger pourquoi il arrive en fin de mandat. Pourquoi, dans les premiers mois, Macron n'a pas lancé ce plan de sauvetage pour Marseille? Ça, les Marseillais se posent la question. Bon, après, deuxième petit commentaire, et c'est pas mon ami Eric Azier, je vais le dire, en regardant, j'ai regardé ce matin le plan Borloo de l'époque. Finalement, c'est la copie du plan Borloo avec quelques mots changés, mais le plan Borloo qui avait été présenté, qui avait été rejeté d'un revers de main. À la différence près qu'à l'époque, on n'assumait pas, parce qu'on disait qu'il avait été concocté par des hommes blancs. Voilà. Macron avait dit ça. Oui, il avait dit ça. Et puis, troisièmement, quand même, on est en campagne présidentielle. Là, c'est vraiment le lancement de sa campagne présidentielle. En général, quand on annonce un grand plan d'envergure dans une collectivité, etc., on fait ça au cours d'une conférence de presse ou d'un colloque, et on a en général le préfet et le maire à côté. Là, on a le président seul sur une tribune, avec d'ailleurs le pupitre de sa campagne électorale. Là, c'était vraiment un peu too much. Est-ce qu'on a forci Non, mais c'est un peu facile. C'est pique contre les fonctionnaires. Il y a les brebis galeuses partout. Et votre journaliste vient de le dire. Il n'y a pas plus de jours non travaillés dans le public que dans le privé. Enfin, moi, je le vois en tant qu'élu, à la mairie du 15e, à 20h, les gens sont encore dans leur bureau et dans beaucoup de collectivités. Il y a un très bon maire dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis, depuis le rétablissement du jour de carence, on sait très bien que ça a diminué. Donc, n'essayons pas de mettre encore les Français les uns contre les autres. Voilà, on le voit bien, les chiffres ont démontré le contraire. Donc, Marseille travaille aussi bien que dans d'autres villes en France. Et on va retrouver dans les ZEP, etc., les profs qui ne veulent pas... Donc ça ne résoudra pas du tout le problème, en fait. Ça ne va pas résoudre le problème. Non, je veux juste prendre un peu de recul là-dessus, j'ai noté 3 points. L'école, il a raison de mettre l'école en avant, et je pense que le redressement du pays par l'école, j'ai noté 3 points, le redressement du pays se fera par l'école. Parce que l'école, c'est le sentiment de non-déclassement des familles, c'est la lutte contre le séparatisme, c'est l'ascenseur social, c'est la conscience citoyenne. Donc quand l'enfant passe le premier pas dans l'école, c'est vraiment la vie. Et il faut tout mettre dans les prochaines années sur l'école. Je ne crois pas à une vague de migration immédiate. Sur le long terme peut-être, mais immédiate pour plein de raisons. D'abord parce que c'est loin, vous l'avez dit vous-même, le trajet est loin. On va arriver à l'hiver. Et donc, il y a beaucoup de montagnes dans ces régions, et donc il fait très froid. Et puis, ça coûte très cher. Pour les passeurs. Il y a 2 routes en fait possibles. Soit on va directement de l'Iran au Pakistan. Alors les frontières sont fermées et la Turquie, Iran, Turquie. Et là, Turquie, Erdogan a déjà construit un mur et préparé les centres d'accueil pour les migrants. Donc ça va être très dur après pour eux de trouver un passeur et après rejoindre la Grèce. Et puis il y a l'autre chemin qu'il ne faut pas oublier, qui est par le nord, l'Azerbaïdjan, et après la Biélorussie et la Pologne. Et d'ailleurs, ce cher président Biélorussie accueille même ces migrants avec une grande impatience, parce qu'il a des petits comptes à régler avec l'Europe, et donc il a envie de laisser passer ces migrants. La Pologne, en revanche, est inquiète, et le gouvernement a demandé l'état d'urgence en Pologne pour justement éviter cette vague de migration. Donc il ne se compterait pas en dizaines de milliers quand même. Non, et n'oublions pas que 85% des réfugiés afghans sont au Pakistan. Absolument. Vont au Pakistan. Alors c'est à nous ensuite, via le HCR, d'organiser des accueils, d'étudier au cas par cas chacun pour éventuellement les faire revenir en Europe avec un quota. Il faut qu'il y ait vraiment une vision européenne là-dessus, mais je ne crois pas à cette vague migratoire immédiate. Il faut organiser un pont aérien. Voilà. Là, c'est la diplomatie secrète. Il faut les exfiltrer au plus vite. Alors, un mot sur Frontex. La liste, c'était de 7000. On n'en a rapatrié que 2800. Juste un petit mot. Ne pas oublier tous les Afghans, et notamment les jeunes Afghans, qui ont été déboutés du droit d'asile, qui sont sur le sol français et qui, de toute façon, ne peuvent pas renvoyer en Afghanistan. Qui ne peuvent plus être renvoyés dans le pays. Et je pense que là, la France, ils sont entre 2000 et 2500. Hein. Moi, il y a le campement de migrants qui s'est installé dans le 15e. Donc 2500 qui s'ajoutent aux 2700 qui ont été rapatriés. Je vais même vous dire, ça va plus loin, puisque la Suède
a refusé de mettre des titres de séjour en jeu. Et donc, beaucoup de migrants afghans qui habitaient en Suède ont quitté leurs petites copines suédoises pour venir en France. Et c'est pareil pour les Dublinés en Allemagne qui ont été foulés au grand asile et qui viennent en France